Élite Science, la science autrement. Salam, salam encore une fois. Donc, bienvenue si vous venez voilà, donc de nous prendre en cours de route. Donc, sachez qu'il y avait une vidéo avant celle-là sur les gamètes et la gamétogenèse. Je vous conseille de la regarder d'abord avant de continuer sur celle-là. Mais bon, si vous avez déjà compris ce concept, il n'y a pas de problème. Vous pouvez attaquer celle-là directement. C'est bon? Je rappelle une fois de plus, donc les cours en ligne, les gars, c'est pour vous. Nous avons plusieurs programmes pour les élèves de TS. Voilà, donc, mais bon, c'est pas ça l'objet. On y va directement. Alors, donc, pour les fonctions, parce que je rappelle que le titre, c'est fonctionnement et régulation, n'est-ce pas? Alors, donc, pour les fonctions avec les testicules, nous avons ce qu'on appelle la fonction endocrine. On en avait déjà parlé, on va en reparler encore. Et cette fonction endocrine, c'est quoi? C'est la production de testostérone par les cellules interstitielles de Leydig. Donc, les cellules de Leydig sont les cellules qui se trouvent à l'intérieur du tissu donc cellulaire des testicules. Donc, et là, cette testostérone-là, elle est à l'origine de l'apparition et du maintien des caractères sexuels secondaires, n'est-ce pas? Comme la voix, n'est-ce pas? Donc, comme la musculature, n'est-ce pas? Donc, la taille des épaules par rapport au bassin. Donc, vous voyez que tout ça, c'est contrôlé par la testostérone. C'est bon. Et maintenant, il y a aussi la fonction exocrine donc des testicules. On en avait parlé aussi. Donc, qui est rien d'autre lié à ce qu'on appelle donc la production des spermatozoïdes. Et donc, ici, on parle de dualité fonctionnelle. Pourquoi? Parce que les testicules peuvent gérer aussi bien donc la fonction endocrine ainsi que la fonction exocrine. D'accord? On va voir que c'est pas le cas presque pour voilà donc les ovaires. Ici, pour les fonctions en exocrine, donc la formation des gamètes, c'est ça quand même qui constitue les fonctions exocrines donc chez les ovaires. Maintenant, on dit aussi que l'ovogenèse démarre très tôt. Donc là aussi, on l'avait déjà expliqué sur la vidéo précédente. On dit qu'à 5 mois et demi déjà, les deux ovaires donc du fœtus ont déjà 7 millions environ, 7 millions d'ovogonies, n'est-ce pas? On voit que ça quand même ça fait beaucoup. Mais il y a un petit phénomène qui se passe qu'on appelle l'atrésie, qui est la dégénérescence d'une grande partie des ovogonies avant la naissance. Donc avant la naissance, il y a une grande partie de ces 7 millions-là qui vont disparaître. Et donc, on avait vu aussi que la multiplication donc s'arrête avant la naissance. Il y a la croissance qui va continuer jusqu'à la puberté, ainsi de suite. Donc, regardez la vidéo précédente pour mieux comprendre. Après, maintenant, on nous dit que les ovogonies démarrent ensuite leur croissance et deviennent des ovocytes 1 qui vont entamer la méiose et s'entourer de cellules folliculaires qui deviennent ce qu'on appelle des follicules primordiaux. C'est bon. On va voir maintenant cette folliculogenèse là, comment elle se passe. Donc, parce que au départ, on avait une follicule primaire, donc l'ovocyte 1, l'ovocyte 1 est à l'intérieur, donc il attend. Et là, donc, il y a les cellules folliculaires, donc, qui vont l'entourer et former, donc, voilà, donc, une sorte de protection. Et ces follicules-là, donc, il y a une évolution. Avant le début du cycle, donc, le cycle menstruel, bien sûr, donc, on a le follicule primaire qui était là, ainsi que le follicule, voilà, donc, qui forme la chose, comment ça s'appelle, une follicule pleine même, parce que ces deux-là, donc, c'est les follicules secondaires, n'est-ce pas? Donc, on les appelle aussi les follicules pleines, parce que tu vois que, à peu près, donc, il n'y a presque pas de cavité ici. Mais les follicules tertiaires ou cavitaires, donc ça, quand on commence à avoir donc la formation de la cavité, donc la différenciation des deux tecs, la tec interne ainsi que la tec externe qui est fibreuse, on va parler maintenant de follicules tertiaires qu'on appelle aussi cavitaires, n'est-ce pas? Et maintenant, cette follicule ou bien ce follicule tertiaire là peut évoluer en follicule mûr. Après, donc, ça se passe au niveau donc du 14e jour, n'est-ce pas? Donc, on a entre le 1er et le 14e jour pour la maturation du follicule. Et ça, on le verra, c'est dû quand même à l'intervention de plusieurs hormones. Et maintenant, ce follicule-là va expulser cet ovocyte qui était en son intérieur, donc par ovulation. Une fois que c'est fait, ce follicule mûr-là, qu'on appelle aussi follicule de Graaff, donc va se transformer en ce qu'on appelle le corps jaune. Donc le corps jaune, maintenant après va se désagréger, donc
il va donc se résorber donc à partir jusqu'au 28e jour. Et maintenant, cette résorbation donc du corps jaune va entraîner la perte des règles. On le verra tout de suite. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est dans le cas où il n'y a pas de fécondation, n'est-ce pas? Et on verra aussi que s'il y a une fécondation, il y a d'autres choses qui se passent parce que le corps jaune là, il va continuer à persister, donc parce qu'il va être à l'origine donc de la sécrétion de certaines hormones comme la progestérone. C'est bon. Allez, donc on va parler maintenant des fonctions des ovaires. Donc les ovaires, leur fonction endocrine maintenant, c'est quoi? C'est la sécrétion donc de progestérone, qu'on appelle communément l'hormone de grossesse. Pourquoi? Parce que c'est l'hormone qui est détectée par les tests de grossesse. Donc quand vous faites un test de ou bien quand on fait un test de grossesse en général, avant qu'on me dise que je suis en train d'indexer quelqu'un, donc quand on effectue le test de grossesse, donc il va repérer la progestérone. Donc une fois que cette progestérone là est repérée en une quantité très suffisante pour déclencher donc le test, donc vous voyez que chose, il y a voilà, donc il y a un voilà, donc il y a la réaction du test pour montrer qu'il y a une grossesse. Mais en même temps, il y a aussi des hormones qu'on appelle les oestrogènes. Pourquoi au pluriel? Parce qu'il y en a plusieurs, mais la principale hormone qui est sécrétée pendant voilà, donc la phase donc avant ovulation, ce qu'on appelle l'estradiol. Mais vraiment, pour ne pas nous embêter, on va juste parler d'œstrogène pour ne pas se fatiguer. Et ça, c'est voilà. Donc, vous voyez que pendant la phase folliculaire, je rappelle que l'ovulation, c'est le 14e jour. Vous voyez que pendant cette phase avant l'ovulation, donc, la phase folliculaire, vous voyez qu'il y a sécrétion d'œstrogène en quantité. Maintenant, au fur et à mesure qu'on approche de l'ovulation, le taux d'œstrogène augmente, mais vous voyez qu'en progestérone, il n'y en a rien du tout, donc nada. Maintenant, après ovulation, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, la progestérone augmente, ainsi que voilà, donc les oestrogènes commencent à baisser. Une fois maintenant, donc on a une augmentation jusqu'au même pic que celui de la progestérone, puis on a une baisse progressive donc des deux hormones. Donc, mais ça, je crois qu'il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez qu'il y a trois phases en fait. Il y a la phase folliculaire, donc où il y a la sécrétion des oestrogènes, donc par les cellules du follicule de croissance. Avant ovulation, il y a une sécrétion, donc une augmentation de la sécrétion d'oestrogènes. On va voir tout de suite cela. Donc, et c'est dû à une hormone qu'on appelle la LH. Donc, il y a aussi la phase lutéale qu'on appelle aussi la phase lutéinique. Et cette phase-là, elle est caractérisée par la sécrétion de progestérone et d'œstrogène par le corps jaune. Alors donc maintenant on va parler des fonctions des hormones. Donc pour la progestérone, lui sa fonction donc c'est la stimulation de la dentelle utérine. Vous voyez que ces deux presque ils font les mêmes choses. La progestérone stimule la dentelle utérine, les oestrogènes stimulent donc l'épaississement donc de l'endomètre, n'est-ce pas? L'endomètre c'est la paroi donc de l'utérus, on le verra. Mais pour le reste, donc on va voir que elles vont faire les mêmes choses. Donc là, il n'y a pas de souci. Après maintenant, on nous dit que le cycle ovarien, donc c'est un cycle qui se déroule en trois phases. Il y a d'abord la phase folliculaire, donc c'est la phase de croissance du follicule. Et ce follicule-là, c'est lui qui abrite l'ovocyte, on l'a dit tout à l'heure. Et le 14e jour, c'est le jour de l'ovulation. Donc ce jour-là, quand même, c'est le jour où le follicule mûr va expulser l'ovocyte. Et là, donc cet ovocyte 2 qui est bloqué en métaphase 2 va aller attendre donc fécondation s'il y en a. S'il n'y en a pas maintenant, il va disparaître. Mais en tout cas, entre le 14 et 28e jour, il y a la phase lutéale qu'on appelle aussi la phase lutéinique, donc qui est la transformation du follicule en corps jaune, puis sa régression. C'est bon. Alors maintenant, il y a également le cycle utérin, très important aussi à comprendre. L'endomètre maintenant, il faut savoir que l'utérus est formé de deux choses. Il y a une muqueuse qui est à l'extérieur, qu'on appelle donc l'endomètre. En même temps, il y a le myomètre, donc qui est la paroi musculaire, comme vous le voyez ici. Et la muqueuse est ce qui se trouve donc à l'extérieur, n'est-ce pas? Et maintenant, plutôt l'utérus donc suivi un cycle. Et ce cycle-là, on voit pratiquement comment ça se passe. Il faut juste regarder les épaisseurs, vous allez comprendre. Ici, vous voyez qu'avant ovulation, l'épaisseur donc de l'endomètre quand même va augmenter progressivement. Juste après ovulation, vous voyez que l'épaisseur quand même augmente considérablement.
Et maintenant, donc, à la veille des jours qui suivent donc l'apparition des règles, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on a une sorte de desquamation, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on l'appelle techniquement. On a une sorte de dégradation donc de cette muqueuse. Et cette dégradation-là va s'accompagner par, vous voyez que au niveau de la muqueuse, il y a des vaisseaux sanguins. La dégradation de cette muqueuse va entraîner la rupture des vaisseaux sanguins. Et maintenant, la destruction de la muqueuse, plus les débris et le sang qui va provenir donc de la rupture de ces vaisseaux, va former ce qu'on appelle les règles en fait. C'est bon, je crois que ça c'est magique quand même à comprendre un peu. Voilà, donc la plupart des filles ne le comprennent pas trop. Mais bon, quand même c'est assez intéressant de voir ce qui se passe dans son corps pendant cette période. Et là, maintenant, on a aussi d'autres cycles chez les femmes, comme par exemple ce qu'on appelle le cycle de la glaire cervicale. Ça, c'est le cauchemar des spermatozoïdes. On va le voir après avec la fécondation. On nous dit que les fibres de la glaire cervicale donc deviennent très mousses pendant la période ovulatoire, alors que elles sont imperméables aux spermatozoïdes pendant le reste du cycle. C'est pourquoi je parlais tout de suite de cauchemar des spermatozoïdes, mais on le verra pendant la fécondation. Vous allez voir. Alors, il y a également le cycle des températures. Vous voyez que, bon, pour celles qui ont l'habitude de le constater, donc avant ovulation, la température, elle est légèrement inférieure à 37, donc genre 36, quelque chose comme ça. Et maintenant, à la fin de la phase folliculaire, après ovulation, la température est légèrement supérieure à 37. Donc, et ça, ce sont les cycles donc, qui se trouvent au niveau donc, de la femme. C'est bon? Allez, maintenant, on va voir la régulation du fonctionnement des appareils génitaux. Et cette régulation-là, elle est essentiellement assurée donc par les hormones. Donc, on va commencer par l'activité testiculaire, donc avec les hommes. Il y a ce qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, c'est un complexe très intéressant qui agit aussi bien sur l'homme que sur la femme et qui gère en général donc ça, qui gère tout ça. Parce que les deux hormones-là, FSH et LH, donc, sont produites aussi bien pour les hommes que pour la femme. On va le voir tout de suite. Mais en même temps, donc, il y a ce qu'on appelle l'inhibine qui est sécrété donc, par les cellules de Sertoli, donc, qui sont au niveau du tube séminifère. Donc, les cellules de Sertoli sont là et les cellules de Leydig donc, sont de l'autre côté. Maintenant, on vous dit que, qu'est-ce qui se passe? FSH et LH, donc on les appelle donc les gonadostimulines, et la GnRH, donc c'est les gonadotropines, on l'appelle donc la gonadolibérine. Donc c'est folliculo-stimulated hormone, luteinic hormone, je crois, c'est comme ça que ça se dit. Donc, et maintenant, ce qui est juste important à savoir, c'est que la FSH agit sur la spermatogenèse et la LH agit sur la production donc de testostérone. Donc ça, c'est très important à comprendre. Comprendre également cette rétroaction négative, on va tout de suite en parler. Donc ça, d'abord, c'est ça qu'il faut juste retenir. Et là aussi, comprendre que la GnRH, donc, elle est sécrétée par l'hypothalamus. L'hypothalamus, donc, va exciter l'hypophyse. L'hypophyse, maintenant, va sécréter les hormones. Ces hormones-là, FSH agit sur le tube séminifère. LH agit sur les cellules de Leydig. Les tubes séminifères donc vont provoquer vont agir sur la spermatogenèse, plutôt sur la maturation des spermatozoïdes. Et les cellules de Leydig donc vont agir donc sur la sécrétion de testostérone. C'est bon. Et là, on va voir comment se passe le rétrocontrôle négatif chez l'homme. On nous dit que l'hypothalamus va sécréter la GnRH et ça stimule l'hypophyse pour produire FSH et LH. Et maintenant, FSH stimule les cellules de Sertoli, LH stimule les cellules de Leydig pour produire la testostérone. Maintenant, la testostérone, en quelque sorte, c'est cette hormone qui provoque le rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et également sur l'hypophyse pour réduire la reproduction de GnRH, donc de FSH et de LH. Et ça permet d'éviter la surproduction. Il faut savoir que ce rétrocontrôle-là, il est permanent. Donc, et ça se passe de façon permanente. Donc, et là, maintenant, quand il y a vraiment une surproduction qui n'arrive pas à être gérée par donc le rétrocontrôle de la testostérone, il y a aussi une autre hormone qui agit, qui est l'inhibine, donc qui est produite par les glandes de Sertoli, qui inhibe également la production de FSH pour réguler la spermatogenèse. C'est bon.
Et ça, c'est quand même très organisé, hein, c'est très organisé au niveau plutôt donc du corps humain. Donc, vous voyez que tout est fait à une bonne mesure, donc comme l'a dit quand même Allah dans le Coran. Donc, c'est pourquoi vraiment la vie est magique. Hein. Donc, bon, on va passer chez les femmes. Donc, on va dire que le contrôle de l'activité de l'ovaire. Donc, ici également, vous voyez qu'il y a FSH et LH. Maintenant, FSH va agir donc sur les follicules pour stimuler donc la folliculogenèse et LH va agir sur le corps jaune ainsi que sur le follicule de Graaff pour produire donc pour l'ovulation ainsi que pour la sécrétion donc d'œstrogène et de progestérone par le corps jaune. Mais on va faire doucement. La FSH donc elle va stimuler la croissance du follicule comme on l'a dit et comme aussi elle stimule la croissance donc des spermatozoïdes avec les hommes. Maintenant, pour la LH, cette hormone va déclencher donc l'ovulation avec ce qu'on appelle la décharge ovulante de LH. On va voir, donc je crois il y a le schéma après, donc bon, on va attendre doucement. Il y a un schéma après qui va expliquer comment ça se passe. Juste au 14e jour, il y a un pic important de LH, donc et c'est ça qu'on appelle la décharge ovulante de LH, et ça c'est ce qui provoque en fait l'ovulation, mais en même temps la transformation du follicule en corps jaune et la stimulation de la production donc de progestérone et d'œstrogène donc en phase lutéale par le corps jaune. C'est bon. Maintenant, avec la femme, non seulement il y a un rétrocontrôle négatif, mais aussi il y a un rétrocontrôle positif. Et ce rétrocontrôle positif, il se fait 2 jours avant ovulation. Et c'est ça en fait qui déclenche la décharge ovulante. Mais on va voir ça tout de suite en plus détaillé. On va parler d'abord du rétrocontrôle négatif. Donc on dit que c'est un mécanisme de régulation dans lequel la production d'une hormone est inhibée. Donc c'est pour inhiber la production d'une hormone. C'est pourquoi c'est négatif, n'est-ce pas? Donc il agit comme un système de frein pour éviter une surproduction. Donc un exemple, donc c'est quand on a par exemple quand on est pendant la phase folliculaire et l'après-ovulation. Comment ça se passe? Les oestrogènes et la progestérone vont jouer un rôle dans ce rétrocontrôle négatif. Donc au début du cycle, qu'est-ce qui se passe? L'hypothalamus va produire donc la gonado-RH, donc la GnRH, et cette GnRH là va stimuler l'hypophyse pour libérer les FSH et LH. Et maintenant ces hormones là, non seulement FSH c'est pour la croissance des follicules et LH donc pour la production d'œstrogène, n'est-ce pas? Maintenant on nous dit que lorsque la concentration en œstrogène va augmenter dans le sang, parce que vous voyez que pendant la phase folliculaire, la concentration en œstrogène augmente. Maintenant, l'hypothalamus et l'hypophyse vont détecter cette augmentation et vont inhiber maintenant la production de GnRH parce que c'est GnRH qui va favoriser la production de FSH et LH. Et ça, c'est pour éviter la surproduction. C'est bon. Et maintenant, après ovulation, quand les niveaux de progestérone vont augmenter à cause de la formation du corps jaune, cela va encore inhiber la production de GnRH et de FSH et de LH en conséquence. C'est bon. Et ce rétrocontrôle négatif va empêcher la stimulation excessive des ovaires et notamment pour éviter la maturation de nouveaux follicules alors que la grossesse pourrait avoir lieu. Donc si la grossesse doit avoir lieu, l'organisme bloque la maturation des follicules dans les ovaires donc par ce système de rétrocontrôle négatif. C'est bon. Allez, maintenant, on va parler du rétrocontrôle positif cette fois-ci. Lui, il va amplifier ou bien stimuler la production d'une hormone lorsque les niveaux augmentent. Et ça permet de libérer une hormone donc avec une réponse plus forte. Et ça, c'est plus précisément avant l'ovulation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pendant cette phase folliculaire, donc on a dit que les oestrogènes donc vont être sécrétés donc avec un rétrocontrôle positif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Et maintenant, lorsque la concentration d'œstrogène devient suffisamment élevée avec l'approche de l'ovulation, donc on a une stimulation de la GnRH, donc qui va faire maintenant un pic dans la sécrétion de LH donc, et de FSH. Et ce pic de LH donc, et un peu de FSH va déclencher l'ovulation. Et c'est ça qu'on appelle la décharge ovulante donc, de LH. Et ça, c'est un rétrocontrôle positif. C'est bon.